Manuel Brocard, maire de Longeville-les-Metz depuis 2020, a démissionné de ses fonctions. C'est lors du conseil municipal du 5 août que les élus désigneront son successeur. En attendant, Delphine Firsion, première adjointe, endosse le rôle par intérim. Et malgré les remous évidents à la mairie depuis plusieurs mois, elle se sent prête à reprendre les rênes. Un manque de communication de part et d'autre, et puis un manque de confiance de monsieur le maire envers ses adjoints et des agents. Avec les adjoints, j'ai décidé d'un commun accord de me présenter. Je pense que la méthode de fonctionnement va changer radicalement, puisque nous avons décidé d'associer vraiment les conseillers municipaux qui sont avec nous, de faire plus de réunions et peut-être certainement une réunion publique avec les administrés, rétablir la démocratie participative qui était notre fer de lance. Aujourd'hui, je n'ai pas peur, je suis confiante en l'avenir et j'ai vraiment envie d'endosser le rôle de maire. La maire par intérim devra convaincre les élus, dont 22 font partie de la liste de Manuel Brocard. Face à elle, Sandrine Barbieri, élue de l'opposition et longevilloise depuis 4 générations, a déjà des projets pour la ville. Les priorités, c'est l'apaisement déjà, parce que je crois qu'on ne peut pas travailler de façon constructive et collective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans une cacophonie pareille. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que Longeville a des atouts. On a la mer et la montagne, on va dire ça comme ça. On a un patrimoine historique, on a un patrimoine écologique. Je voudrais contribuer à l'essor de Longeville, à la préservation de l'environnement. On parle du Saint-Quentin, on parle de Saint-Symphorien, parce que j'aime cette commune et j'ai foi en elle. Si l'on pouvait s'attendre à une autre candidature, celle de Thierry Weisman, candidat perdant face à Manuel Brocard en 2020, ce ne sera pas le cas. Le maire Manuel Brocard, avec toute sa bonne volonté, n'avait pas l'expérience de la chose publique, on va dire, et de la gestion d'une commune. Et j'ai perdu, je le redis encore, c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas représenté ce coup-ci. J'ai respecté la décision des Longevillois, qu'ils soient trompés ou pas. Une chose est sûre, ce sera forcément une maire qui s'installera à la mairie de Longeville-les-Metz jusqu'en 2026. Du nouveau pour la prime de rentrée exceptionnelle. Lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances rectificatif pour 2022, le Sénat a voté dans la nuit de mardi à mercredi un amendement visant à transformer la prime exceptionnelle de rentrée en majoration de la prime d'activité. Initialement, la prime de rentrée de 100 € devait s'adresser aux personnes en situation de précarité qui touchent les minima sociaux, comme le RSA, l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation spécifique aux personnes âgées. Finalement, seuls les bénéficiaires de la prime d'activité pourront toucher cette aide, réévaluée à 150 €. En clair, seuls les travailleurs aux ressources modestes seront aidés. Ce changement devrait priver 4 millions de foyers de primes de rentrée. Le 19 juillet dernier, la piscine d'Amnéville fermait au public suite à l'agression physique de 2 maîtres nageurs sauveteurs et d'un usager de la piscine. Des agissements similaires avaient déjà donné lieu à un recrutement de vigiles et à la mise en place de caméras de surveillance à l'extérieur du complexe. Pas suffisant a priori, des mesures sont en cours afin de renforcer la sécurité. Le maire d'Amnéville nous les détaille. À savoir l'installation de caméras filmant les bassins, filmant les allées communes des vestiaires, filmant l'entrée de la piscine et puis la mise en place d'un service de sécurité plus efficace lui aussi, plus dense, et une formation pour les maîtres nageurs sauveteurs pour gérer ces situations. Eh bien, cela vous explique que la piscine est malheureusement fermée, a priori jusqu'au 15 août, ce qui permet aussi aux maîtres nageurs sauveteurs d'assurer leurs soins. Voilà, c'est dommageable, bien évidemment, pour les gens qui y travaillent, c'est dommageable pour les usagers, et puis c'est dommageable aussi pour les restaurateurs et les activités qui se situent autour de la piscine, puisqu'on a notamment un restaurant qui est dans l'enceinte du bâtiment de la piscine, qui travaillait avec les usagers de la piscine et les gens qui viennent dispenser des cours et qui se trouvent privés de cette activité. Le débit de la Seille, cours d'eau affluent de la Moselle, est particulièrement réduit. Ce constat d'étiage sévère a été observé à Marly depuis juin dernier, avec plus de 3 semaines d'avance par rapport aux années précédentes.
La faune et la flore, elles souffrent, du coup ce qui conduit en fait à une augmentation de la température de l'eau et une diminution de l'oxygénation. Et du fait que là les températures vont continuer d'augmenter, qu'il n'y ait pas de pluviométrie, on sait que c'est quelque chose qui va s'aggraver. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement inquiet cette année. Pour concentrer les écoulements et améliorer la qualité de l'eau, des travaux de renaturalisation de la Seille sont en réalisation depuis fin juillet. Donc avant travaux, on peut voir que la Seille allait jusqu'en bas des talus, ici donc avec la limite de la végétation. Et puis en face également la limite de la végétation qu'on peut observer. Longue de 40 mètres, la Seille va être réduite d'un tiers. Historiquement, quand on recalibrait les cours d'eau, on les faisait droits pour que ça s'écoule. Là, on est vraiment dans le but d'un fonctionnement naturel et de recréer en fait, des cours d'eau naturels. Le but vraiment, c'est de diversifier en fait, ce milieu pour qu'on n'ait pas quelque chose de homogène et plat, mais que voilà, le cours d'eau soit vivant. De nombreux cours d'eau, comme celui-ci, sont à sec en Moselle. Conséquence, les collectivités sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Le comité de bassin Rameuse a établi en juin dernier une carte des zones fragiles pour anticiper l'avenir. Ça va se traduire concrètement par la mise en place d'une stratégie et puis d'actions spécifiques, donc notamment des ateliers pour prendre conscience de la rareté de la ressource, pour partager un diagnostic sur les besoins en eau actuels et futurs, sur la disponibilité de la ressource actuelle et future, et puis construire ensemble un plan d'économie d'eau, et puis arriver à définir une stratégie finalement de partage de cette ressource en eau pour garantir l'équilibre. Au niveau du département, ces zones fragiles concernent surtout la Moselle et le bassin versant du Rudemade qui contribue à l'alimentation en eau potable de la métropole de la ville de Metz. Valentin et Élise partent pour leur permanence quotidienne. Cet après-midi, ils installent leur fourgonnette porte serpenoise à Metz, une sorte de bureau ambulant pour cette équipe mobile de l'AIEM, l'association d'information et d'entraide mosellane. Pendant 3 heures, les 2 intervenants sociaux vont recevoir des sans-abri, des personnes en difficulté ou en errance. Un rendez-vous attendu des 5 à 50 bénéficiaires journaliers qui les rejoignent avec des motivations diverses auxquelles l'association de lutte contre les exclusions se doit de répondre en urgence. La première chose, c'est d'accueillir les gens, les accueillir dignement. Ça, c'est une chose. On distribue des cafés, on discute un petit peu. Et ensuite, le but, c'est de les amener et de les accompagner vers ce qu'elles veulent. Donc, l'accès à tout ce qui est droits fondamentaux, donc l'accès à la justice, à la santé, à des ressources et à un logement, si elles le souhaitent en tout cas. Et on fait ça, et on fait un peu tout ce qu'elles souhaitent finalement. Les gens viennent avec leurs demandes. Et soit on a les moyens de le faire, on a les connaissances, soit on les réoriente vers des partenaires. Alors que Malik était dans la rue il y a encore quelques mois, l'AIEM l'a pris en charge afin de lui trouver un foyer, puis un logement à Metz. Aujourd'hui, le bénéficiaire sait qu'il peut toujours compter sur l'association. Parce que j'avais un problème de la CAF, il me manquait mon code, que je ne me rappelais plus. Quoi. Donc là, il m'a aidé à le trouver. C'est super, quoi. Ils sont là pour ça, ils nous aident. Si l'AIEM intervient tous les jours de l'année, avec les pics de chaleur de cet été, l'équipe mobile se doit de réaliser davantage de maraudes. À chaque fois qu'on part en maraude, on emporte plein de choses dans notre sac à dos. Des bouteilles d'eau, du café, des casquettes. On a des gourdes aussi, des choses qu'on peut donner. On a aussi des crèmes solaires tout au fond du sac. On emporte toujours un peu de café, des gobelets. Avec son sac à dos bien garni, Élise se rend à la gare ferroviaire, une manière d'aller directement au contact des personnes, entretenir du lien social, voire même signaler ou intervenir en cas de danger. La maraude continue en camionnette, direction le centre-ville cette fois-ci, et Élise a l'œil pour repérer les personnes en situation de détresse, qu'elles pratiquent la mendicité ou soient moins visibles. En général, les personnes, on les connaît, on sait à peu près où elles se mettent. Donc on va vers elles et puis quand on voit que quelqu'un a un gros sac à dos aussi, on peut se poser des questions. Donc on essaie d'aller voir la personne, lui demander si elle a besoin d'aide en étant subtil pour ne pas vexer les personnes. Et puis voilà, on essaie d'être suffisamment présent sur le terrain pour voir quand il y a une nouvelle personne qui pratique la mendicité.
En 2021, l'équipe mobile a rencontré plus de 740 personnes, dont 350 sont des sans-abri. La permanence de l'AIEM reçoit le public chaque jour de la semaine, de 14h30 à 17h30, place de la Comédie du lundi au mardi, porte Serpenoise le mercredi et à la gare de Metz du jeudi au dimanche. Pour tout signalement, n'hésitez pas à les contacter au 06 76 63 60 35. Comme chaque été, cette famille allemande passe ses vacances sur les canaux. Partis depuis le Saarland il y a 10 jours, les plaisanciers sont de passage en Moselle Sud sur le canal de la Marne au Rhin. Sacha, le père de famille, ne se lasse pas de ces moments de détente au fil de l'eau. Vous naviguez aux alentours de 8 à 10 km/h et vous avez le temps. Vous pouvez voir beaucoup de choses autour de vous que vous n'avez jamais vues. Pour nous montrer son embarcation, Sacha nous invite à voir l'intérieur de sa maison sur l'eau. Les pièces à vivre et les chambres sont étriquées, mais il y a tout pour s'y sentir bien. Une cuisine, des sanitaires et même une télévision. De retour sur le pont, il est temps de mettre son gilet de secours pour passer l'écluse de Réchicourt, la plus grande de France, avec près de 16 mètres de dénivelé. Pour stabiliser le bateau, tout le monde y met du sien à la force de ses bras. Il faut dire qu'en vrai féru de bateau depuis sa jeunesse, Sacha a transmis ses techniques et sa passion à toute sa famille. J'avais 18 ans quand j'ai passé le permis bateau. J'ai commencé avec un petit bateau d'environ 4 mètres de long. Mes embarcations sont devenues de plus en plus grosses et moi de plus en plus vieux. Après cette petite escapade, nous laissons la famille voguer vers Sarreguemines. Nous prenons ensuite la direction de Lagarde et de son port. Contrairement à nos précédents compagnons de bord, la grande majorité des plaisanciers ne sont pas propriétaires de leurs bateaux et les louent. Ici, la flotte est de 34 bateaux et 9 sont toujours à quai. Depuis cette reprise cette année, il y a toujours un peu l'effet Covid derrière, mais on a fait un très bon printemps avec un super mois de mai-juin. Juillet-août, une année standard si vous voulez, mais on a un super remplissage pour le mois de septembre et début octobre. A noter que la crise sanitaire a également modifié la clientèle du port. Les plaisanciers français représentaient 20% des clients. Aujourd'hui, ils sont 10% plus nombreux, notamment grâce à l'attrait pour le tourisme local. Commander son billet de train au centre-ville de Sarreguemines, c'est possible. La SNCF a fait appel au tabac presse Leichnam pour proposer ce service dans sa boutique rue de l'Église. Les vendeurs ont suivi une formation pour l'utilisation du logiciel et le matériel leur a été fourni. Ils peuvent désormais imprimer les billets des clients sur place comme à un guichet classique. Une solution surtout mise en place par la SNCF pour les clients qui souhaitent acheter leur ticket le samedi ou le dimanche, jour de fermeture des guichets à la gare de Sarreguemines. Au tabac, il est possible d'acheter des billets pour n'importe quel voyage en France, en TER ou en TGV.